Donc, le segment vert et rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation et vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et on va commencer avec le Canadien. Donc, bon, c'est un petit peu négatif comme vert et rouge, mais on va le faire quand même. Le Canadien terminera la saison régulière dans les 4 pires formations de la Ligue nationale de hockey. Actuellement, ils sont les 5e pires. Donc, il y a encore Anaheim qui est à 4 points derrière, Chicago 6 points, San Jose 7 points et Columbus, on n'en parle pas. Donc, Julien, pour commencer. Je vais dire vert, Anaheim, ils ont quand même une meilleure séquence, puis je pense qu'ils ont un calendrier un petit peu moins difficile. Quoique là, avec Dak qui est revenu puis Gallagher, c'est sûr que ça va donner un peu de boost à l'équipe. Là. C'est dur à dire, je vais dire vert, mais j'espère que ça soit vert, malheureusement, là, pour les raisons qu'on connaît. Mais ouais, on va aller vert. Steph? Moi, je vais dire rouge, mais ils vont comme finir 5e pire ou 6e pire. Puis, bon, ce que Julien mentionnait, là, je pense qu'il y a une possibilité d'avoir une espèce de petit hype là, avec les joueurs qui vont revenir. Comment Gallagher va être? On se pose, je crois, tous la question. Va-t-il être capable de jouer plus que 2 matchs sans se reblesser? On lui souhaite. On souhaite aussi aux Canadiens si jamais ils veulent l'échanger. Donc, fait que je pense qu'il va avoir un petit boost et qu'ils vont peut-être être capables de les maintenir. Martin Saint-Louis veut gagner, donc je pense pas qu'ils vont relâcher. Je pense pas qu'il va les relâcher là, dans la demande qu'il va avoir envers eux. Donc, essayer de faire un petit boost aussi. La fierté, toujours important. Pierre-Carl? Moi aussi, je vais aller avec rouge, là, malgré qu'ils ont un calendrier quand même difficile d'ici la fin de saison. Ils ont une victoire dans les 10 derniers matchs. Je pense qu'on va quand même finir devant Anaheim. Je pense que je les vois terminer 5e pire également avec, comme vous avez dit, l'ajout de Kirby Dak et Brendan Gallagher. Je pense que ça va donner un petit boost, des nouveaux éléments dans l'alignement. On va vouloir bien faire aussi pour eux. Puis, donc, c'est ça. Je pense qu'on va terminer 5e avant-dernier. Je vais aller avec vert de mon côté. Encore une fois, c'est l'avantage d'avoir les calendriers devant moi avant l'épisode. Mais quand on regarde les 3 équipes en fait qui les suivent, donc ce que je mentionnais, les Ducks, les Blackhawks et les Sharks, en fait, ces équipes-là s'affrontent entre elles en fin de saison. Donc j'ai l'impression qu'on va grappiller des points ici et là et peut-être devancer le Canadien au classement. Mais aussi, c'est un choix de cœur, je pense aussi, parce qu'on souhaite avoir le meilleur rang possible pour le prochain repêchage. Donc, deuxième affirmation, on va y aller avec des rivaux maintenant. C'est l'année de la dernière chance pour le noyau actuel des Maple Leafs de Toronto. Steph? Ouf, elle est bonne celle-là. Je vais dire vert dans l'optique que j'ai l'impression que s'il ne passe pas, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas de changement. Peu importe que ce soit Keith ou que peu importe qui va changer, c'est presque impossible d'avoir autant d'échecs avec un aussi bon groupe, malgré que pauvres autres, ben bon, il n'y aurait jamais dû perdre contre le Canadien il y a quelques années. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Ensuite, on jouait tellement de fois Boston. Boston, c'est une équipe qui est comme presque dans un autre monde. Mais dans une business, dans une entreprise de résultats absolus, quand les résultats ne sont pas là de façon répétée, il faut créer un changement, puis il va en avoir un. Donc, je pense que ça va être changé si ça ne fonctionne pas cette année. Moi aussi, je dirais que ça va changer si on n'a pas de résultats. Malheureusement, on s'enligne pour affronter encore une fois le Lightning de Tampa Bay, qui est une autre excellente équipe, évidemment. Mais depuis plusieurs saisons, on se fait éliminer en première ronde. Donc, je pense que si on ne passe pas, le directeur général risque d'y passer. Puis peut-être qu'il pourra, avec la nouveau DG, peut-être qu'il va amener aussi d'autres éléments derrière le banc. Puis on va amener quelques joueurs également aussi pour changer ça un petit peu. Là, même si on a beaucoup de talent, là, peut-être que ça prend un petit peu plus. Là. Julien? Je vais dire rouge. Je pense qu'il en reste une autre année encore. Je regarde les contrats. L'avantage de répondre dernier, c'est que j'ai eu le temps d'aller sur Cap Friendly. Mais dans le fond, Austin Matthews, Tavares, Marner, Nylander, Yarncroc, Lafferty sont signés encore. Il y a juste Kerfoot, Kemp, Cherry. Puis Aston Reeves, mettons. Il y a Bunting aussi, ça se peut qu'il perde, ou en tout cas, ça va prendre tout l'argent. Ça, c'est sûr que c'est pas le fun. À la défense, ils ont juste Justin Hall,
Sinon, ils ont McCabe, Lindgren, Brody, que bon, ça, c'est peut-être pas si bon que ça, Riley, puis Giordano. Fait ouais, encore là, je dis ça, puis d'un but, ouais, finalement, Samsonov n'est pas signé non plus. Ouais, non, je pense que c'est la dernière année parce que, en plus, finalement, je change d'idée parce que, oui, c'est la dernière année parce que ils n'ont plus aucune munition pour aller chercher quoi que ce soit dans les échanges, ou en tout cas, ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus grand-chose. La seule affaire qui leur reste pour restructurer leur équipe, c'est d'échanger un de leurs top guns contre d'autres affaires qui ont besoin ailleurs. Mais ça reste quand même que il s'est vraiment mis all-in pour cette année. Là, je dirais que ça dépend, Samsonov. Tu veux-tu lui donner un contrat à long terme? Mettons, il se fait éliminer en deuxième tour. C'est des questions qui se posent. Puis combien il va demander? Parce qu'il y a quand même des stats intéressants. Après ça, là, à l'attaque, mettons, Bunting, tu leur signes, ben là, tu n'as plus de place pour personne d'autre. Genre, tous tes autres joueurs, là, ton bottom six au complet, il faut qu'il coûte en bas de genre 800 000 par joueur. Ça fait pas de sens non plus. Donc, ça va être très, 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 très difficile à ce temps qu'on n'a plus d'assets à échanger pour justement aller chercher des joueurs qui ne coûtent pas trop cher et qui sont signés à long terme mais qui peuvent jouer dans ton top 9. À moins qu'il y ait l'émergence d'autres joueurs dans la Ligue américaine. On sait que les Marlies sont quand même une excellente équipe. Donc, il y a peut-être un ou deux joueurs là-dedans là, qui va peut-être monter, mais ça va être très compliqué. Je vais y aller. Ben non, c'est très bien. Je vais aller de mon côté également avec Rouge parce que je crois qu'on a, d'un, c'est ça, on n'a pas vraiment de joueurs qu'on peut échanger. On n'a pas la possibilité de faire bouger ce noyau-là. Et je pense que tout va se terminer le jour où Austin Matthews, son contrat arrive à échéance, donc dans 1 an, pour réellement justement pouvoir peut-être entamer soit un changement de culture ou peut-être même que Matthews va passer par lui-même, ce qui va forcer l'équipe à se réadapter, à revoir ses priorités. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt les joueurs par eux-mêmes qui vont quitter, si on veut, le navire plutôt que d'y aller avec une grosse reconstruction. Mais je pense aussi que si on ne franchit pas le premier tour cette année, évidemment, on risque d'avoir du changement dans la haute direction. Mais en termes d'alignement, ça va être difficile de pouvoir changer quoi que ce soit avec les contrats actuels. Prochaine affirmation. Connor McDavid terminera la saison avec 35 points d'avance ou plus sur son plus proche poursuivant. Présentement, pour vous donner les stats, Leon Draisaitl est 2e. Il y a 30 points qui séparent les deux joueurs, ce qui est déjà très impressionnant. Et sur le pace pour la fin de l'année, on prévoit 35,99 points d'écart. Donc moi, je vous demande, est-ce qu'il va avoir 35 points ou plus ou moins de 35 points d'écart? Steph? Moi, je vais dire, je suis pas sûre que j'y crois, mais je vais dire plus parce qu'à chaque fois qu'on doute, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il passe à travers 5 joueurs de la Ligue nationale sans même se faire toucher. Il n'a même pas l'impression d'avoir chaud. Fait qu'il est comme dans une phase... moi, je dis souvent que j'ai l'impression de voir un extraterrestre jouer au hockey présentement. Là, il a classe à part, puis il y a eu Jaromir Jagr des années 90, Mario Lemieux, là, que moi, je regardais quand j'étais jeune, qui était comme extraordinaire, mais évidemment, il se faisait bûcher dessus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Puis il fait des choses extraordinaires. Donc, je pense que je vais dire vert, je pense qu'il y a une chance de le faire. En fin de saison, les gars ont tendance à lever le pied un peu, mais en même temps, il y a quelque chose à prouver dans les playoffs, fait que je pense qu'il va essayer de garder ça all the way. Donc, je vais dire vert. Julien? Je vais dire rouge parce que dernièrement, Draisaitl, ça a augmenté sa production. Puis à l'inverse, je pense qu'ils vont peut-être manager un peu McDavid à l'entrée des séries. Donc, c'est pour ça que je vais dire rouge. Pierre-Carl? C'est une très bonne question. Moi aussi, je suis un peu partagé là, entre les deux. Je dirais vert, par contre, parce que il y a une excellente saison et il est très difficile à arrêter. Là, justement, j'ai vu quelques parties, là, des fois, même en 1 contre 2, il va réussir à aller d'un côté, faire un tir entre les jambes du gardien de but pendant son déplacement. En tout cas, il réussit toujours une place où il y a un trou pour la mettre dans le filet, en fait. Donc, ouais, je dirais vert. Je vais aller avec vert aussi pour la raison inverse de Julien. J'ai l'impression qu'ils vont faire du management, mais pour Leon Draisaitl, qui a été plus souvent blessé dans les dernières années ou qui a toujours des petits pépins. Donc, j'ai l'impression que ça va avantager justement l'écart qui va continuer de se créer pour McDavid.
Mais pour votre information, je vais y aller, vu qu'on n'a pas fait de quiz cette semaine. Je vais vous poser la question. Qui est le dernier joueur à avoir eu 30 points ou plus d'avance sur son plus proche poursuivant? Au-dessus de 30. 30 points d'avance, en étant premier au classement, évidemment. C'est-tu Kucherov? Ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, je m'en allais dire, ça doit être potentiellement presque à 20 années 2000. Oui. Ouais. Ben là, c'est sûr que les noms qui me viennent en tête, c'est sûr que c'est un Mario au début des années 90, là, les années de la Coupe 91-92. C'est avant ça? C'est même avant ça. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre que Wayne qui peut avoir fait ça, qui a à peu près tous les records? C'est Wayne Gretzky. C'est Wayne le dernier, bon. Ouais, 32 points d'avance sur Brettel en 1990. Donc, tout de même, ça fait très longtemps. Et pour votre info, le plus grand écart de points qu'il y a eu dans l'histoire en tant que meilleur marqueur de la Ligue, c'est 145 points d'avance. Et c'est en 1984-85, Wayne Gretzky. Et c'est même pas l'année de sa meilleure saison. Donc, c'est sa troisième meilleure saison qu'il avait faite cette année-là qui avait été chercher justement une aussi grosse avance sur deuxième. Ce gars-là, il n'y a jamais personne qui va être capable de faire quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, la performance actuelle de McDavid, même si ça s'arrêtait à 30 points d'avance pour finir l'année, ça reste quand même que c'est une saison top 5 en termes d'écart dans tous les temps. Là. Puis il y a seulement Gretzky devant lui et le mieux, je crois, une fois il y a un peu plus longtemps. Donc, non, le mieux ne l'a pas fait, évidemment, mais non. Donc, mais puis en même temps, si on est au prorata du niveau de la Ligue aujourd'hui et de la qualité et des défenseurs et des gardiens, toute époque, c'est toujours difficile à comparer, j'en suis consciente, mais il faut avouer qu'il y a quelque chose. Là. Oui, ouais, c'est ça. Puis une personne y touchait avec des amis qui avaient Edmonton. Fait que c'est sûr que ça n'empêche pas, évidemment, les 235 points, je pense qu'il a fait dans sa plus grosse saison, mais quand même. McDavid, parce qu'il faisait avec des plombiers, justement, parce que. Ouais, c'est ça. Puis en fait, je revois mes... un sur deux. Je revois mes stats également, Steph. Le mieux, il l'a déjà fait, mais plus tôt que la date que j'ai donnée pour Gretzky. Donc, 2 saisons plus tôt, il avait battu justement Gretzky par 31 points. Donc, il faut le faire quand même de battre Gretzky par autant de points. Mais... Donc, non, c'est des saisons exceptionnelles et McDavid est en train d'en avoir une cette année. Prochaine affirmation, on va y aller avec le dans mon équipe. Donc, comme à chaque semaine, on compare 2 joueurs. Je vous montre le tableau des 2 joueurs cette semaine. Donc, dans mon équipe, je prends Brayden Point avant Mitch Marner, vert ou rouge. Je vous laisse voir un peu leurs statistiques avant de vous forcer à répondre. En termes de saison régulière, Marner est évidemment plus productif que Point et a même un meilleur différentiel en carrière avec quelques matchs seulement de plus de jouer. En série, évidemment, c'est complètement l'inverse avec les bonnes performances du Lightning. Brayden Point a 2 Coupes Stanley et a été quand même un rouage important de l'équipe. Mais malgré tout, on peut être surpris des stats de Marner là, quand on regarde justement les dernières années où les Maple Leafs ne franchissent jamais le premier tour. Malgré tout, il est dans le positif côté différentiel et il y a pratiquement un petit peu moins qu'1 point par match. Donc, Pierre-Carl, je vais te laisser commencer. Prends-tu Brayden Point avant Mitch Marner? Non, je vais dire rouge. Moi, je prends Mitch Marner en premier. J'aime beaucoup ce joueur. Oui, c'est un centre versus un ailier droit. Souvent, on prend plus les centres. Mais Mitch Marner, c'est une grande partie aussi pourquoi Austin Matthews a beaucoup de succès, qui marque autant de buts. Il se complète très bien avec Mitch Marner, qui est un excellent passeur. Puis, il y a quasiment 1 point par match en séries éliminatoires. S'il y avait eu un plus grand échantillon, d'après moi, il aurait été pas mal égal avec Brayden Point en termes de statistiques et de performance aussi sur la glace. Donc, non, moi, je prendrais Mitch Marner, qui est un excellent mec qui n'a jamais gagné de Coupe Stanley encore. Julien? Je vais prendre Brayden Point. C'est un centre. Je ne vous étonne pas là-dessus. Je pense qu'il y a plus de mordants, plus de chiens que Mitch Marner. Mais Mitch Marner, c'est un fabricant de jeu hors pair qui est excellent aussi défensivement. Là, c'est tellement dur à choisir. Mais Brayden Point aussi, il est bon défensivement. Ouais, il y a plus de chiens. Il a fait un peu plus ses preuves en série aussi. Ouais, je vais aller avec Brady Point. Steph?
Julien, t'as vraiment pas l'air sûr. Mais c'est mettons, c'est à peu près un non, c'est dur. référendum dans ma tête, là, du Ouais, 50.4, 49.6, là, je te dirais. Ouais, ben, je suis un peu là, contente de répondre en troisième. Je te dirais que jusqu'à cette année, j'aurais probablement choisi Braden Point, oui, joueur de centre, gars hyper efficace, évidemment, un plus long parcours en série grâce à lui et à, évidemment, son équipe, on s'entend. Cette année, je pense que Marner, j'irai avec Mitch Marner. Je pense qu'il a pris une étape, il a pris une coche de plus, sa versatilité dans tous les sens. Puis la différence que j'ai l'impression, c'est que Marner, les choses vont beaucoup plus autour de lui. C'est le créatif du groupe, une espèce de go-to guy. Braden Point, excellent. J'ai l'impression, par exemple, malgré que c'est un joueur de centre, la qualité puis Marner a de la qualité qui l'entoure, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus dépendant des gars autour, alors que Marner, j'ai l'impression que c'est plus lui qui fait un petit peu shiner les gars autour de lui. Donc, ouais, avec le step qu'il a pris cette année, je commencerai mon équipe avec Marner. Je vais y aller avec Marner aussi pour la simple raison que je crois justement que le Lightning, en fait, pointe un contexte idéal pour performer avec le Lightning. Encore là, il fait partie des succès de l'équipe. Puis, tu sais, je ne veux pas non plus effacer, par exemple, il y a quelques années en série, qui avait eu 33 points, si je ne me trompe pas, au cours de son parcours éliminatoire. Là, c'était tout simplement incroyable. Puis, selon moi, cette année-là, aurait dû avoir le Conn Smythe. Mais tout de même, je crois que Marner est un joueur plus talentueux qui peut amener un peu plus à une équipe. Et je crois qu'on le sort du contexte des Maple Leafs dans une équipe où il y a comme on dirait, on n'est pas en mesure justement de gagner, que ce blocage psychologique-là pourrait performer dans une autre formation. Et justement, tu en parlais un peu de cette année, Steph. Ce que j'aime, c'est Matthews a été absent quelques matchs cette année. On a vu l'impact de Mitch Marner. Et même que Matthews ne joue plus nécessairement tout le temps avec Marner et produit moins cette année. Donc, il a souvent été sous-estimé parce qu'il jouait sur le même trio, mais au final, il fait la majorité des jeux et crée les jeux qui venait au but de Matthews. Et Julien t'en a parlé, évidemment, c'est un bon joueur défensif également. Donc, on a même pensé le mettre en défensive plutôt cette année du côté des Maple Leafs. Donc, non, je vais y aller avec Marner, malgré le fait que, justement, en série, j'ai l'impression que Point pourrait peut-être amener un petit peu plus, justement, par son mordant son chien, puis il y a un style mieux adapté peut-être pour des longs parcours éliminatoires. Dernier verre au rouge. Donc, encore là, il y a beaucoup de stats, donc juste retenir. 12 joueurs sont en voie ou ont déjà atteint le plateau des 100 points depuis le début de l'année. 8 d'entre eux y parviendront. Juste pour vous donner les noms des joueurs, justement, et le nombre de points qu'ils ont accumulés. McDavid, 136, c'est fait. Draisaitl, 106, c'est fait. Et Kucherov, 100 points, c'est déjà fait. Donc, au minimum 3. Ketchuk, 95. Pasternak, 93. McKinnon, 89, mais en 58 matchs. Marner, 89, Peterson, 88, Robertson, 88, Thompson et Carlson, 87, Rantanen, 85. Donc ça, ce sont tous les noms des joueurs qui pourraient atteindre le 100 points. L'affirmation, c'est 8 d'entre eux l'atteindront. Pierre-Carl? Moi, je dirais vert. Je regarde les joueurs, puis Matthew Tkachuk est seulement à 5 points, donc lui, je dirais que c'est le quatrième. C'est un Pasternak, McKinnon et Marner, puis Jason Robertson. Je pense qu'il va être capable d'atteindre les 100 points cette saison. Là, Robertson est à 12 points. C'est quasiment un point par match d'ici la fin de l'année. Il y a un pace de un peu plus que ça cette saison. Donc, je pense que oui, il va en avoir même peut-être un petit peu plus que 8. Même un Tage Thompson peut peut-être continuer sur sa lancée également. Steph? Je vais y aller avec rouge. Je pense qu'on va être juste short, justement. Là, Pierre-Carl parlait d'un Jason Robertson. Continuer ce pace-là, des fois jusqu'à la fin, avec la fatigue, avec la préparation pour les séries. Il y en a que... Bon, des fois, on en voit de certains qui lèvent un peu le pied dans les derniers matchs, dépendant du classement de l'équipe. Donc, j'ai le feeling qu'il y en a peut-être 2-3 là, que les points vont un peu diminuer. En même temps, ben là, c'est sûr que j'ai pas devant les yeux, évidemment, les équipes qui vont affronter. Là, si la majorité affronte des équipes low 7, c'est sûr qu'ils ont peut-être plus de chance. Mais 8, je trouve ça beaucoup. Là. Peut-être qu'ils vont arrêter à 6 ou 7. Julien? C'est difficile. Je sais pas, là.
Moi aussi, au début, je m'étais dit 6-7, mais en même temps, je regarde. Ouais, non, je vais dire rouge. Moi aussi, je pense qu'il va manquer un peu. Je pense que certains joueurs, peut-être qu'ils vont manquer les 2 derniers matchs ou pas se blesser ou quoi que ce soit. Donc, ça va jouer là-dedans. Là. Je pense que ça va arrêter à. Je pense que ça va arrêter à Marner, qui en ferait 7. Ouais. Donc, c'est ça. Robertson ne fera pas partie du lot. Peterson non plus. Thompson non plus. Non, ça va être ça. Voilà. 7. Je vais aller avec vert de mon côté aussi, donc on va être 50-50. Je regarde les joueurs qui, justement, peuvent l'atteindre. Tu sais, bon, évidemment, tantôt Pierre-Carl le disait, Ketchuk, Pasternak, même McKinnon et Marner, c'est pas mal fait. Tu sais, on se doute qu'on va l'atteindre de ce côté-là. Mais par la suite, justement, un Peterson, un Thompson, un Carlson, ces équipes-là, malheureusement, sont déjà pas mal éliminées des séries ou de la course aux séries. Et le seul objectif que je verrais pour eux d'ici la fin de l'année, c'est de produire offensivement, c'est de continuer, si on veut, cette saison-là. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de management de ce côté-là pour réduire leur nombre de matchs. De toute manière, c'est terminé pour eux par la suite. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça va jouer en faveur de ces équipes-là. Rantanen, qui est à 85, je pense pas par contre va l'atteindre. Là. Évidemment, lui, dans son cas, a manqué plusieurs matchs. Donc, je pense qu'on va vouloir aussi le laisser reposer un peu pour ne pas être trop endommagé, si on veut, pour les séries. Mais non, j'y vais avec vert de mon côté. On risque d'être à 8 piles là, si jamais on l'atteint. Puis, j'étais quand même mention honorable à noter. Ryan Nugget-Hopkins, en ce moment, est sur un pace de 99 points pour cette année. Pour un joueur de troisième trio, que depuis des années, on parle à Edmonton qui produit en deçà des attentes qu'on avait placées en lui. C'est quand même vraiment impressionnant. Évidemment, jouer avec McDavid aide, mais tout de même, là, a connu une très, très bonne saison cette année. Puis même Zach Hyman ne serait pas très loin du 90-100 points aussi de son côté. Donc, quand même intéressant de voir le nombre de joueurs des Oilers qui pourraient atteindre le 100 points ou à tout le moins 90 points cette année.